Parfois, un licenciement suffit à faire basculer une personnalité fragile. Aujourd'hui, dans Killers, petit meurtre entre collègues, cette amoureuse des chevaux appréciée de tous était sur le point de changer de vie. C'était une femme douce et sympathique, entièrement dévouée aux chevaux. L'avenir s'annonçait bien. Elle avait atteint un stade où elle allait enfin pouvoir profiter pleinement de la vie. Mais une attaque d'une sauvagerie sans nom allait l'en empêcher. Il y avait énormément de sang sur le sol, ainsi que de nombreuses projections sur les murs. La scène était digne d'un film d'horreur. Pour élucider cette affaire, les enquêteurs allaient devoir remonter la piste d'un tueur mu par la haine et la vengeance. Il a déversé sur elle toute la rage qu'il avait en lui, sa colère, en une grande explosion cathartique. « 15 juillet 2016. Nous sommes vendredi. C'est la fin de l'après-midi à Seaton, petit village très tranquille du nord de l'Angleterre. On est à la campagne, dans l'est du Yorkshire, sur le littoral. La grosse ville la plus proche, Hornsey, compte seulement 10 000 habitants. C'est une ville côtière. C'était l'été, une des journées les plus chaudes de l'année. Le maïs n'avait pas encore été récolté et les champs en étaient encore pleins. Après sa journée de travail, Sam Southwell, un agriculteur du village, regagne son domicile. Il constate alors que sa sœur Fiona n'est pas rentrée et s'en étonne. Ce n'est pas dans ses habitudes. Fiona était employée comme palefrenière dans un endroit appelé Grange Farm. Sam s'est inquiété car ça ne ressemblait pas à Fiona d'être en retard. À cette heure de l'après-midi, elle aurait dû être rentrée chez eux. Le frère et la sœur vivaient ensemble dans une maison située à 1,5 km de son travail. Fiona était une femme d'habitude. Elle avait une vie bien réglée. Il avait un mauvais pressentiment, alors il a sauté dans sa voiture et s'est rendu à la ferme. À son arrivée, le propriétaire et employeur de Fiona n'est pas en mesure de lui dire où elle est. Il l'avait vue s'occuper des chevaux en début de journée, mais il la croyait partie depuis. Si ce n'était pas le cas, elle était sans doute encore à l'écurie. Les écuries étaient de l'autre côté de la maison du fermier. Il fallait traverser une petite cour. À l'intérieur, il y avait un corridor et 3 boxes du côté droit. Sam est entré, il s'est avancé vers le fond, a passé les boxes. Il avait presque atteint le bout du bâtiment, quand une vision d'horreur lui a glacé le sang. Personne n'est préparé à recevoir le choc que Samuel Southwell a eu. La scène était digne d'un film d'horreur. Les murs étaient recouverts de sang. Il y en avait partout. Sa sœur Fiona gît sur le sol de l'écurie. Elle était couchée sur le dos dans un coin à côté d'une brouette. Elle baignait dans une mare de sang et avait manifestement été agressée. En la voyant comme ça, il a compris immédiatement que Fiona était morte. Il n'y avait plus rien à faire. C'était effroyable de penser que quelqu'un avait été capable de violenter de cette façon une femme frêle de 60 ans. Fiona était originaire de Seaton, un village voisin de Hornsey. Hornsey est une petite ville côtière semi-rurale et une destination touristique prisée pour une excursion d'une journée. Elle habitait une maison avec son frère Sam et leur mère âgée sur l'exploitation familiale dirigée par son frère, Washington Estate. Ils étaient du coin. Toute sa vie, Fiona Southwell a vécu entourée de chevaux. Elle a eu son premier poney à 18 mois. La passion des chevaux ne l'a jamais quittée. Fiona n'avait pas les rêves de monsieur ou madame tout-le-monde, posséder une grande maison, conduire une grosse voiture. Elle était partie de la maison pour ses études. Elle avait fait une formation dans une école d'équitation. Mais elle était revenue chez elle, auprès de ses chevaux. À l'âge adulte, elle a fait de sa passion du cheval une carrière. Elle faisait de la compétition. Elle a aussi participé à un spectacle équestre pour le jubilé d'argent de la reine. Elle s'est par la suite reconvertie comme monitrice d'équitation à cause de blessures répétées. Elle était très respectée dans le milieu du cheval. On faisait appel à elle comme juge pour des compétitions régionales. Quand il lui est devenu impossible de monter à cheval, Fiona a emprunté une autre voie, mais toujours en rapport avec les chevaux.
Elle a développé une passion pour l'art et s'est mise à peindre des chevaux et d'autres animaux. Elle peignait à la demande. Des gens lui commandaient un portrait de leur cheval ou de leur animal domestique. Les chevaux faisaient partie intégrante de sa vie. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle avait accepté ce poste à Grange Farm. Mais elle avait d'autres projets pour l'avenir. À 60 ans, elle envisageait un changement de vie dans un haras dans le sud de l'Angleterre. Fiona avait un ami d'enfance qui avait acheté des terres dans le sud du pays. Cet ami, Brian, lui avait proposé de le rejoindre là-bas pour entamer un nouveau chapitre de sa vie. Elle s'occuperait des chevaux et vivrait avec Brian et son compagnon. Il mettait même à sa disposition un atelier pour peindre sur la propriété. Que demander de plus? Elle allait pouvoir conjuguer toutes ses passions. Le destin en a décidé autrement. Fiona est morte avant de pouvoir réaliser son rêve. La police locale ouvre une enquête pour meurtre. J'échafaudais toutes sortes d'hypothèses dans ma tête en me rendant sur la scène de crime. On m'avait prévenu qu'il s'agissait vraisemblablement d'un meurtre. Mais je réflishissais aux autres possibilités, celle d'un accident de travail provoqué par un cheval, ou par elle-même, ou même un suicide. Ce sont des choses qui arrivent, et il me paraît important en tant qu'enquêteur de garder l'esprit ouvert, de ne pas se laisser guider uniquement par son instinct. Il faut envisager toutes les éventualités. Quand je suis arrivé sur la scène de crime, mes collègues en uniforme avaient déjà établi un périmètre de sécurité pour préserver les indices. Je me suis avancé vers le cadavre de Fiona dans le fond de l'écurie et j'ai immédiatement compris en la voyant que ça ne pouvait pas être autre chose qu'un meurtre. Son agresseur avait fait preuve d'une violence particulièrement impressionnante. Il s'était acharné sur elle et l'avait poignardée à de multiples reprises. Fiona avait reçu 19 coups de couteau dans le corps et au visage, portés avec une extrême violence. La première chose à faire pour la police est de sécuriser la scène de crime et en l'occurrence, ce n'était pas une tâche facile. Le périmètre à sécuriser était important. On était à la campagne. La ferme était grande et les chemins que le tueur avait pu emprunter pour repartir nombreux. Pendant que les techniciens de la police scientifique relèvent les indices, les autres employés de la ferme sont interrogés. Plusieurs personnes étaient présentes à la ferme ou aux alentours ce jour-là. Fiona avait été vue pour la dernière fois vers 9h30 ce matin-là, en train de sortir les chevaux. Son patron a déclaré à la police qu'elle était nouvelle, mais qu'elle semblait s'entendre avec tout le monde. Tout était possible, même un cambriolage. Fiona aurait pu surprendre des voleurs. Mais étant donné l'état dans lequel elle était quand son cadavre a été découvert, ses blessures, l'hypothèse d'un simple cambriolage qui aurait mal tourné n'était pas la plus vraisemblable. Plus de 8 heures après la découverte du corps, la police est dans le noir complet, au sens propre comme au figuré. La nuit était tombée, l'écurie était plongée dans le noir. On avait besoin de faire venir des experts, des conseillers scientifiques. Ils pourraient nous apporter leur aide sur ce qui s'était passé. Alors en attendant, décision a été prise de ne pas toucher au corps de Fiona, de sécuriser les lieux et revenir le lendemain matin où on pourrait mieux travailler. Tandis que la population locale dort paisiblement et que la police attend l'arrivée du matériel et des équipes nécessaires, un tueur court toujours. Des agents sont restés pour monter la garde, mais les enquêteurs étaient inquiets à l'idée qu'un meurtrier courait dans la nature. Nos agents couraient-ils un risque? Le meurtrier était-il encore caché sur l'exploitation? Entre les étables, les granges, les bâtiments agricoles, ce ne sont pas les cachettes qui manquent dans une ferme. Je craignais que le meurtrier soit encore dans les parages. Il ne s'était pas écoulé énormément de temps depuis l'attaque. Et s'il recommençait? À la lumière du jour, le lendemain matin, la violence de l'agression est encore plus flagrante. C'était d'autant plus inquiétant qu'on ne savait pas encore si le tueur avait choisi sa victime au hasard ou s'il avait un grief contre elle. Le matin du 16 juillet 2016, des inspecteurs de police du nord de l'Angleterre retournent à l'écurie où Fiona Southwell, une femme de 60 ans, a été tuée la veille. L'extrême violence de ce meurtre était indéniable. Le tueur avait fait preuve d'une véritable férocité. Ce simple constat était alarmant.
Des incidents de ce type sont très rares dans une ville comme Hornsey et ses environs. C'est un coin très tranquille d'habitude, dont on n'entend jamais parler. Je me mets à la place des enquêteurs et des inspecteurs remontant à pied à la ferme. Je me demande à quoi ils pensaient. Un crime pareil, ça paraissait inconcevable. Il a fait particulièrement chaud ce week-end-là. C'était l'été et le soleil tapait. L'air était brûlant. De jour, ça laissait une impression très différente. À son réveil, la population du petit village du littoral apprend qu'un tueur a frappé et qu'il court encore. Immédiatement, toute la presse nationale et internationale s'est emparée de ce fait divers. Une femme menue d'un certain âge, massacrée à l'arme blanche, dans la campagne idyllique de l'Est du Yorkshire, à côté des chevaux qu'elle soignait et qu'elle adorait. Il faut se remettre à la place des habitants. Que ressentiriez-vous si vous appreniez une chose pareille? Je pensais à eux. Notre but était qu'ils se sentent en sécurité, et qu'ils le soient. L'inspecteur Tony Cockerill est chargé de l'enquête. Je suis retourné sur la scène de crime avec nos experts de la police scientifique pour réexaminer les lieux. Je voulais revoir le cadavre de Fiona pour voir s'il laissait place au grand jour à une interprétation différente de celle de la nuit précédente. La scène de crime était encore plus horrible de jour. Son corps portait les traces des multiples coups de couteau qu'elle avait reçus. Même si Fiona était menue, de toute évidence, elle s'était défendue de toutes ses forces pour survivre. Elle avait des blessures à l'arme blanche sur tout le corps, les bras, les mains. L'attaque avait été d'une extrême brutalité. On a dénombré 19 coups de couteau, dont certains sur ses mains et ses avant-bras, indiquant qu'elle avait tenté de se défendre face à son assaillant. C'est ce qu'on appelle des blessures défensives. L'état du corps en disait long sur la férocité de l'attaque. C'était un crime personnel. Il avait fallu à son agresseur beaucoup d'efforts et d'acharnement pour faire ça. On sentait que la personne était prise dans un engrenage. Elle n'arrivait plus à retenir ses coups, sans doute animée par une énorme colère. Le cadavre de la victime est enfin transporté à la morgue pour être autopsié. En attendant à la ferme, la collecte des indices se poursuit. Pendant que les experts de la police scientifique travaillaient sur la scène de crime, les inspecteurs quadrillaient l'extérieur à la recherche d'éventuels témoins. Il est plus facile de trouver des témoins dans des zones urbanisées, parce qu'il y a plus de monde. En terrain rural, quand il n'y a que des exploitations, c'est compliqué. À la campagne, les voisins vivent en général très éloignés les uns des autres. Beaucoup de gens peuvent passer des semaines sans voir ni parler à personne, parfois même sans sortir de chez eux. Personne n'a rien vu, rien entendu. Alors la police parle à la famille de Fiona pour savoir si quelqu'un lui en voulait. Peut-être un ex-petit ami qui aurait mal supporté la séparation, quelque chose comme ça. Ça semblait très étrange, une femme d'une soixantaine d'années qui s'occupait de chevaux tués de cette manière. Peut-être avait-elle entretenu une relation amoureuse avec quelqu'un et cette relation s'était mal finie. On ne savait pas, mais quoi qu'il en soit, ça ne ressemblait pas à un meurtre commis au hasard. Pourtant, à en croire ses proches, Fiona n'était pas du genre à avoir des ennemis. Il n'y avait pas la moindre once d'agressivité chez Fiona Southwell. Ce n'était vraiment pas quelqu'un qui cherchait le conflit. Elle était même tout le contraire. Elle n'avait pas d'homme dans sa vie. Elle n'était en conflit avec personne. Absolument rien ne suggérait qu'elle puisse avoir des ennemis ou que des personnes lui en voulaient. Le portrait qu'en faisait sa famille était celui d'une femme douce et merveilleuse qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. C'était particulièrement dur pour Sam, le frère de Fiona, d'autant plus qu'il avait découvert le corps. Il était visiblement effondré. Il n'arrivait pas à croire qu'une chose pareille puisse arriver à des gens simples comme eux. Il n'en revenait pas. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer, mais il était dévasté. Sans piste, la police dresse avec l'aide de la famille une liste de toutes les personnes que Fiona côtoyait dans sa vie privée et professionnelle. Cette liste s'est allongée au fur et à mesure de nos entretiens. Nos équipes ont parlé à toutes les personnes sur cette liste pour glaner des informations susceptibles de nous aider à dresser un tableau complet de la vie de Fiona.
Les enquêteurs cherchent une piste et un mobile. Malheureusement, aucun suspect potentiel n'émerge à ce stade. Tout l'entourage de Fiona était profondément choqué de ce qui lui était arrivé. Et globalement, jusque-là, en tant qu'inspecteur chargé de l'enquête, je devais bien admettre que je n'avais pas le moindre suspect en vue, ni le moindre début de piste. Alors les enquêteurs retournent sur les lieux du crime. Sur place, ils tentent de reconstituer l'itinéraire du meurtrier, d'où il était venu et par quel chemin était-il reparti. La police avait barré l'accès à la ferme en mettant un cordon de sécurité autour, y compris autour des terres. On en a profité pour parcourir à pied les alentours de la ferme, pour tenter de comprendre par quel chemin l'agresseur avait pu s'enfuir après son crime. Il ne tarde pas à mettre la main sur un indice. Le chemin le plus plausible était un sentier partant de l'écurie qui longeait un champ et menait à une ancienne voie de chemin de fer désaffectée. En suivant les rails jusqu'au bout, on arrivait dans le centre-ville. J'ai donc envoyé des agents fouiller les champs à proximité immédiate de l'ancienne voie de chemin de fer. C'est en tentant de mettre leurs pas dans ceux du tueur que les enquêteurs connaissent enfin une avancée majeure. Ils ont fait une découverte que je qualifierais d'importante. 18 heures après la découverte du corps de Fiona Southwell, poignardée à mort dans l'écurie où elle travaillait, la police n'a toujours aucun suspect. La difficulté, c'est que personne ne lui connaissait aucun ennemi. Elle menait une vie tout à fait modeste. Même si personne ne semblait concevoir que quelqu'un ait pu lui vouloir du mal, les caractéristiques du meurtre constituaient un indice. La violence déployée pour tuer Fiona suggérait que l'assassin lui en voulait personnellement. Poignarder une personne est un acte très personnel, encore plus quand c'est à de multiples reprises, et notamment au visage et dans le haut de la poitrine. Un examen minutieux des alentours a néanmoins donné aux enquêteurs une idée de l'itinéraire qu'a sans doute emprunté l'agresseur. Une ancienne voie de chemin de fer traversait la zone, et donc les enquêteurs se sont dit que le meurtrier était sans doute reparti par là. L'ancienne voie de chemin de fer passait à côté de la ferme où Fiona était morte. Elle était très connue des cyclistes et des marcheurs. Envoyés fouiller les abords des rails, des agents de police reviennent après quelques minutes avec en main 2 indices majeurs. Dans une petite haie à hauteur de poitrine, ils sont tombés sur un vêtement blanc mais sale. Il s'agissait d'une veste d'enfant. Cette veste portait des traces de ce qui ressemblait fortement à du sang. On aurait dit que quelqu'un s'en était servi pour envelopper, puis ensuite essuyer un objet couvert de sang. Et il n'y avait pas que ça. Les agents ont également retrouvé un couteau susceptible d'être l'arme du crime. Par terre, dans la végétation, ils ont découvert un couteau de cuisine avec un manche noir. Il avait visiblement été essuyé. Il y avait du sang sur ce couteau, du sang qui paraissait frais. C'était évidemment une découverte importante à nos yeux. Les enquêteurs pensent que le tueur s'est débarrassé de ces objets en fuyant les lieux. Ils avaient été jetés dans un buisson sur la gauche par une personne quittant les lieux. Si j'avais raison et que cet individu avait bien essuyé le couteau sur la veste en la tenant d'une main, on avait de bonnes chances de retrouver de l'ADN sur le vêtement, ainsi que le sang de la victime. Des preuves en or. C'était une avancée majeure pour l'enquête. À ce stade, les renforts étaient arrivés. Presque toute la police du Humberside était sur l'affaire. Dans la journée, les informations ont commencé à arriver en nombre. Il était important de toutes les traiter et de faire le tri entre les éléments majeurs et les autres. Tout notre personnel était mobilisé et toutes nos salles étaient occupées. Le commissariat était une vraie ruche. Il fallait travailler le plus vite possible pour ne pas passer à côté d'une piste sérieuse. En sillonnant les alentours, les policiers tombent sur une autre ferme, proche de la scène de crime. On a fait du porte-à-porte dans les fermes voisines, et parmi elles, il y en avait une appelée Maxholm. C'était une petite exploitation qui avait aussi des chevaux, à quelques champs de là, pas très loin. Maxholm Farm était une exploitation familiale située à proximité de la voie de chemin de fer abandonnée. Les enquêteurs sonnent à la porte des propriétaires.
Ils n'avaient rien vu qui sortait de l'ordinaire, mais au cours de la conversation, les policiers apprennent que les propriétaires viennent d'embaucher un nouvel employé de ferme. Un jeune de 21 ans, du nom de Daniel Edwards. Daniel Edwards travaillait à la ferme sans être déclaré. Il s'y rendait quasiment tous les matins à pied. Pendant que les enfants se préparaient pour l'école et les parents pour le travail, il prenait parfois une tasse de thé avec la famille avant d'aller s'occuper des chevaux. Il travaillait 2 heures et rentrait chez lui. Les propriétaires le rémunéraient en lui donnant quelques billets. Ses employeurs ont quand même précisé qu'ils ne voient pas Daniel en meurtrier. C'est un garçon un peu lent. Il souffrirait d'un léger retard mental. En comparant leurs notes en fin de journée, les enquêteurs remarquent pourtant que son nom est revenu plusieurs fois. En fin de journée, chacun a échangé ses informations avec les autres. Et au cours du briefing, il est apparu que le nom de Daniel avait été cité plusieurs fois. En regardant de plus près qui il était et quel pouvait être son lien avec Fiona, je me suis très vite rendu compte qu'on tenait là un suspect potentiel. Ils comparent ce qu'ils ont appris au cours de la journée et très vite, un lien émerge entre Daniel et Fiona. 2 mois plus tôt, Daniel avait été embauché à Grange Farm. Il s'était fait renvoyer à cause d'un manque d'organisation. La propriétaire des chevaux l'avait licencié parce qu'il n'était pas fiable. Son travail n'était pas à la hauteur de ce qu'elle attendait de lui. Il avait ensuite retrouvé un travail similaire dans une autre ferme proche, Maxholm Farm. Il y faisait la même chose. Après le départ de Daniel, Fiona Southwell avait pris sa place à Grange Farm. Elle était nettement plus expérimentée et fiable que lui. C'était le jour et la nuit. Malheureusement, en perdant son travail à Grange Farm, Daniel a aussi perdu un salaire fixe. Et apparemment, il tient Fiona pour responsable. Il gagnait 80 livres par semaine à Grange Farm, contre à peine 10 à 20 à Maxholm. À la ferme, la rumeur disait que Daniel ne l'avait pas très bien pris. À ses yeux, Fiona lui avait volé son travail. Il en voulait à Fiona parce que pour lui, elle avait pris sa place. Il n'arrivait pas à accepter son licenciement. Il avait même eu une discussion houleuse avec Fiona à ce sujet. L'idée que quelqu'un puisse tuer pour un simple poste de garçon d'écurie paraissait absurde, mais pour la police, c'était le mobile le plus vraisemblable. Non seulement Daniel avait une raison d'en vouloir à Fiona, mais il avait également la possibilité de l'agresser. À Maxholm Farm, on nous a confirmé que Daniel Edwards était effectivement dans le périmètre de Grange Farm et de Maxholm le matin de ce vendredi 15, jour du meurtre. Le créneau qui nous intéressait se situait entre 8h30 et 9h30, heure approximative à laquelle elle avait été vue pour la dernière fois par le fermier de Grange Farm. Daniel Edwards, ayant travaillé dans les 2 exploitations, devait connaître l'endroit par cœur, notamment la voie de chemin de fer abandonnée près de laquelle ils avaient retrouvé l'arme du crime. Il connaissait tous les sentiers et les raccourcis. Et c'est comme ça qu'il est devenu notre suspect numéro 1 dans le meurtre de Fiona Southwell. Il semblait être le seul à avoir un mobile. Daniel tenait Fiona pour responsable de la perte de son emploi. Il lui avait même fait une scène à cause de ça. Le 16 juillet, les policiers vont l'interpeller à son domicile. Daniel Edwards vivait avec son père, sa belle-mère et ses 2 frères sur King Street, à Annecy, à une courte distance de marche des 2 fermes. C'est son père qui a ouvert aux policiers. Daniel s'est avancé en haut de l'escalier. L'un des inspecteurs l'a informé qu'il était soupçonné de meurtre et l'a interpellé. Il n'a opposé aucune résistance. Et, détail intéressant, il n'a posé aucune question sur le motif de son arrestation. Pendant que Daniel est conduit au commissariat pour être interrogé, la police fouille son domicile. Au Royaume-Uni, quand une personne est interpellée, la police a autorité pour perquisitionner son domicile ou tout lieu dont elle a la jouissance. Les meurtriers ont beau essayer de faire disparaître les preuves, beaucoup n'y parviennent pas. Ça s'est encore vérifié dans cette affaire. Dans sa chambre, on a trouvé des vêtements, notamment un jean, sur lequel on voyait très clairement du sang au niveau de l'ourlet. On a donc saisi ses vêtements tachés ainsi que ceux qu'il portait.
et des prélèvements ont été faits sur lui pour analyse. Un technicien de scène de crime a été intrigué par la présence d'une tache sur le corps de Daniel, au niveau des chevilles. Il a donc procédé à un test de détection rapide sur le suspect qui a révélé qu'il s'agissait de sang. Évidemment, si ce sang était bien celui de Fiona, la police le tenait. L'échantillon est immédiatement envoyé au laboratoire pour une comparaison. En attendant les résultats, la police veut entendre les explications de Daniel. Daniel Edwards a été interrogé par un inspecteur chevronné de la brigade criminelle. Son emploi du temps est passé au crible. On lui a demandé de nous raconter en détail ce qu'il avait fait le jour du meurtre de Fiona Southwell et le lendemain. Au départ, Daniel semblait prêt à coopérer, du moins en apparence. Il a retracé ses déplacements ce jour-là en niant être passé près de la voie de chemin de fer abandonnée. Il n'a rien dit de plus. Il était allé à son travail avant de rentrer chez lui à pied. En tout cas, il ne donnait pas l'impression d'être un génie du crime. Ça s'est confirmé quand la police a cherché à en savoir plus sur lui. Daniel Edwards avait vécu toute sa vie à Annecy et y avait également suivi sa scolarité. Après l'école, il avait vécu de petits boulots sans vraiment trouver sa voie. Il avait eu un parcours scolaire compliqué. L'école n'était pas faite pour lui. Il était mauvais élève. On a découvert qu'il avait un quotient intellectuel relativement faible. Il avait un léger retard mental. Avec un quotient intellectuel de 69, il était juste en dessous des 70, le seuil de référence en deçà duquel on peut parler de retard mental. Ça avait un impact sur lui. Il était intimidé par les grands groupes et se tenait la plupart du temps à l'écart. C'était un solitaire. Sa mère l'avait abandonné quand il était tout petit. Il avait été élevé principalement par son père et sa belle-mère. À l'adolescence, Daniel était entré en rébellion, ce qui avait causé des remous à la maison. Le jeune Edwards s'était fait mettre à la porte de chez lui à plusieurs reprises. Il naviguait entre les foyers et d'autres types d'hébergements. Daniel a habité chez nous en 2012. C'était un garçon plutôt discret. Il ne parlait pas beaucoup. Tous les jours, il prenait son vélo pour aller travailler à Annecy, quel que soit le temps. Il travaillait dans une sorte d'atelier de réparation de pneus. Il rentrait toujours très sale. L'ancien logeur de Daniel raconte à la police que celui-ci n'a pas tardé à abuser de la générosité de ses hôtes. À l'époque, toutes nos chambres étaient équipées d'une ligne téléphonique directe. Un jour, on a reçu une facture de 200 livres. On a trouvé l'explication. Daniel était adepte du téléphone rose. Il prenait de plus en plus de liberté chez nous. On a pris l'habitude de fermer les portes à clé à la maison. Il faisait toutes sortes de bêtises. Le comportement de Daniel laissait à désirer. Il enfreignait constamment les règles de la maison. Il semblait incapable de saisir la différence entre le bien et le mal. Un matin, au petit déjeuner, je me souviens lui avoir demandé s'il savait faire la différence entre le bien et le mal. Je lui avais répété tellement de fois. Il a dit oui, mais j'ai eu l'impression qu'il ne comprendrait jamais. Après seulement 3 mois, Daniel est prié de déménager. Il est alors retourné chez son père, mais il avait toujours autant de mal à se trouver un but dans la vie. On ne sait pas exactement comment Daniel s'est retrouvé à travailler avec des chevaux, mais avec le temps, il a appris à aimer ça. C'était la première fois de sa vie qu'il faisait quelque chose qui lui plaisait, pour autant qu'on puisse en juger. Quand il ne s'occupe pas des chevaux, Daniel traîne généralement dans les rues de Annecy. Il aimait bien fumer du cannabis à l'occasion. Il passait beaucoup de temps dans les supermarchés de la ville pour profiter du Wi-Fi gratuit. Tout le monde le connaissait, au moins de vue. Je ne sais pas si Daniel Edwards avait des projets d'avenir, mais à l'évidence, son horizon était assez limité. La propre famille du suspect n'a pas grand-chose de positif à dire sur lui. Son hygiène était déplorable. Il laissait ses vêtements sales par terre dans sa chambre et attendait que sa belle-mère les lave. D'après elle, la seule chose à laquelle Daniel tenait, c'était son emploi à l'écurie. Perdre son travail auprès des chevaux à Grange Farm l'avait beaucoup contrarié.
Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il était de plus en plus clair qu'il avait beaucoup de rancune contre Fiona à cause de ça, plus qu'on aurait pu le penser. Ce n'était pas la première fois que Daniel Edwards perdait un emploi à cause de sa lenteur. Apparemment, il s'était fait renvoyer 6 ou 7 fois sur une période relativement courte. En vérifiant les antécédents judiciaires de Daniel, les inspecteurs relèvent un élément particulièrement inquiétant. Il avait déjà été arrêté pour ivresse sur la voie publique et agression, entre autres choses. Un incident était particulièrement intéressant. On a appris qu'il avait déjà été arrêté pour exhibitionnisme devant une dame du même âge que Fiona Southwell. Je me suis alors demandé si ce meurtre avait une dimension sexuelle passée inaperçue jusqu'à présent, ou si c'était une simple vengeance. À Maxholm Farm, les enquêteurs font d'autres découvertes qui achèvent de les convaincre de la culpabilité du suspect. La veste d'enfant retrouvée était similaire à celle recyclée en chiffon dans la ferme. Il avait prémédité son acte. Il savait pertinemment ce qui allait se passer en allant là-bas. Ça ne fait aucun doute. La police de Humberside vient d'arrêter un jeune homme de 21 ans, Daniel Edwards, pour le meurtre odieux de Fiona Southwell. Mais l'enquête n'est pas encore terminée. Les premières 24 à 48 heures d'une enquête criminelle sont cruciales. On est à 100 à l'heure. Tout le monde a la pression, notamment les équipes du laboratoire. On n'a pas le droit à l'erreur. Tout pointe vers Edwards. Mais ont-ils de quoi prouver sa culpabilité? Jusqu'à présent, il n'avait quasiment que des preuves indirectes. Certes, il était à proximité du lieu du meurtre, mais si l'analyse ADN n'était pas concluante, ça ne suffirait peut-être pas à le faire condamner. La police a lancé un appel à témoins pour savoir si quelqu'un avait remarqué quoi que ce soit en passant par l'ancienne voie de chemin de fer le jour du crime. Peu de temps après, une femme se présente au commissariat avec de nouvelles informations. Elle avait l'habitude de promener son chien le long de l'ancienne voie de chemin de fer. Et le matin du meurtre, elle avait vu un individu à l'heure qui nous intéressait. Elle le connaissait de vue. Ça pouvait être un élément crucial parce que ça venait contredire les déclarations de Daniel à la police. Encore fallait-il prouver qu'il s'agissait bien de lui. Pour le vérifier, la police fait le tour des caméras de surveillance installées dans la zone concernée. Nos policiers experts en numérique se sont déplacés sur place pour repérer les caméras présentes sur le chemin. Par chance, une des maisons à proximité disposait d'un système de vidéosurveillance et sur les images qu'ils ont récupérées, on voyait Daniel Edwards passer, à 2 reprises avant et après le meurtre. Il portait les vêtements sur lesquels on avait retrouvé le sang. La boucle était bouclée. Par ailleurs, après ça, on a étudié son activité sur les réseaux sociaux, analysé son téléphone, les textos qu'il avait envoyés, la géolocalisation. Son téléphone se trouvait bien dans la zone à l'heure du meurtre. La police a désormais suffisamment de preuves contre lui. D'autres vont encore venir s'y ajouter. Le couteau trouvé près des rails n'avait pas encore été relié à Daniel. Ça a été chose faite quand la police a effectué une perquisition à Maxholm Farm, l'endroit où il travaillait. Il y avait un emplacement vide dans le bloc à couteau de la cuisine. Et justement, le couteau manquant était parfaitement identique à notre arme du crime. Qui plus est, il y avait à Maxholm Farm 2 enfants dont l'âge correspondait à la taille de la veste maculée de sang récupérée près de la voie de chemin de fer. Pour couronner le tout, la veste était similaire à celle recyclée en chiffon pour faire le ménage à Maxholm Farm. Fort de ces nouvelles preuves, les enquêteurs réinterrogent Daniel. On l'a mis face aux preuves qu'on avait réunies, notamment les images des caméras de surveillance qui contredisaient sa première déposition. Pour quelqu'un doté d'un faible quotient intellectuel, il avait plutôt bien pensé les choses. Il ne s'était pas trahi dans sa première déposition, mais son alibi n'avait pas résisté aux vérifications de la police. Il y avait beaucoup de petites vérités dans ce qu'il nous avait dit, et quelques gros mensonges. C'est une technique assez classique. Vous donnez à la police des éléments vérifiables qu'elle pourra confirmer. Il était bien allé à Maxholm Farm, comme il l'avait dit. L'itinéraire et l'horaire étaient exacts. Sauf qu'en rentrant, il s'était arrêté à Grange Farm. Il a poignardé à mort Fiona Southwell avant de rentrer à Hornsey en empruntant le chemin longeant l'ancienne voie de chemin de fer.
Et ça, il s'était évidemment bien gardé de nous le dire. Mais si la police espère des aveux, elle restera sur sa faim. Daniel refusait de parler. La police a essayé de le faire craquer en lui exposant toutes les preuves qui l'accusaient. Les vêtements qu'il portait et qu'on avait saisis en fouillant sa chambre, des pièces à conviction comme la veste maculée de sang, l'arme du crime. Rien à faire. Malheureusement pour eux, Daniel s'est muré dans le silence. Quand on l'a mis face à ces objets durant l'interrogatoire, il a préféré se taire plutôt que de nous donner une explication. Mais tous les éléments prouvaient qu'il était le meurtrier de Fiona Southwell. Il n'a plus répondu à aucune question. Malgré l'absence d'aveu, les enquêteurs estiment leur dossier suffisant pour une inculpation. La police fondait beaucoup d'espoir sur les résultats des tests effectués sur le couteau et la veste. Elle attendait avec impatience le retour du laboratoire. On a soumis notre dossier au procureur de la Couronne qui nous a donné le feu vert pour une mise en accusation de Daniel Edwards pour le meurtre de Fiona Southwell. Il serait présenté au juge local le lendemain matin. Le mardi 19 juillet, à peine 4 jours après la mort de Fiona Southwell, Daniel est officiellement inculpé de meurtre. Il n'y avait que moi et 2 autres journalistes. On avait fait le déplacement au tribunal pour assister à sa première comparution devant le juge. Les seules personnes présentes dans la salle étaient le père de Daniel et sa belle-mère. Même au tribunal, Daniel n'a pas ouvert la bouche, hormis pour confirmer son nom, quand le juge le lui a demandé. Il regardait devant lui, impossible de dire à quoi il pensait, son regard était vide. Il ne montrait aucune réaction, comme s'il était mort. Il était comme absent. Daniel n'a pas protesté quand le juge a prononcé son inculpation et son renvoi devant le tribunal de Hull. Le seul moment où il a montré de l'émotion, c'est quand le juge a refusé la libération sous caution. Le meurtre ne semblait pas l'émouvoir. En revanche, la perspective d'aller en prison, oui. En janvier 2017, le procès de Daniel Edwards, un garçon d'écurie de 22 ans, s'ouvre. Il est accusé d'avoir poignardé à mort Fiona Southwell 6 mois plus tôt parce que, selon lui, elle lui avait volé son poste. Il voulait se venger. Daniel Edwards éprouvait un sentiment d'injustice. Il avait tué, poussé par la colère d'avoir perdu un travail qui lui plaisait. Le procureur a décrit Edwards comme un être dangereux et calculateur, prêt à tuer une dame d'âge mûr pour récupérer un emploi qu'il estimait lui appartenir alors qu'elle l'en avait privé. C'était sa façon d'évacuer sa colère. À la barre, le médecin légiste qui a autopsié Fiona atteste de l'extrême violence de l'attaque. Un coup de couteau avait atteint son cerveau, un autre lui avait transpercé la gorge. Elle avait des blessures sur tout le corps. Il a fallu beaucoup de temps au médecin légiste pour toutes les passer en revue. Ça a duré 50 minutes. Elle n'avait aucune chance de s'en sortir. Elle a essayé de se défendre, mais elle n'avait aucun moyen de se mettre à l'abri. Il ne pouvait plus s'arrêter. C'était une véritable machine à tuer. Il l'a poignardé et poignardé encore, jusqu'à ce que la rage qu'il avait en lui finisse par retomber. Le procureur a exposé au jury une montagne de preuves, les images des caméras de surveillance, l'analyse de son téléphone, ainsi que des textos envoyés par Edwards. Ces messages reflètent la dégradation de l'état mental de Daniel à cette période-là. Il a envoyé un texto à un ami d'enfance disant qu'il était au bord de la dépression nerveuse. Les posts de Daniel sur les réseaux sociaux étaient également inquiétants. Quand on a regardé d'un peu plus près l'activité de Daniel sur les réseaux sociaux, on a perçu dans ses publications un changement d'humeur, un changement dans son état d'esprit. Il avait envoyé et posté de curieux messages qui montraient clairement une dégradation de sa santé mentale. Il avait des idées noires. À peine 2 semaines avant le meurtre de Fiona, il avait publié une série de posts inquiétants, notamment l'un dans lequel Daniel se disait prêt à laisser libre cours à ses démons. 1h30 après le meurtre, Edwards écrivait « Les autres disent que j'ai changé. En vérité, je me suis seulement trouvé. »
On a réussi à démontrer qu'il ressentait beaucoup d'amertume d'avoir perdu son travail à Grange Farm et qu'il en gardait une rancune contre Fiona Southwell parce qu'elle avait pris sa place. En plus de son activité en ligne, le procureur présente au jury les données du téléphone mobile de l'accusé, qui le place sur la scène de crime au moment du meurtre. On a pu le géolocaliser grâce à son téléphone portable et retracer ses déplacements avant et après le meurtre. Les preuves qu'on a rassemblées étaient accablantes. Son téléphone avait activé une borne à proximité de Grange Farm, mais pas de Maxholm Farm, où il était censé se trouver d'après ses dires. La propre belle-mère de Daniel témoigne contre lui. Elle a rapporté au jury une conversation avec Daniel immédiatement après le meurtre. Il ne paraissait pas du tout bouleversé. Sa seule préoccupation était de savoir s'il allait récupérer son emploi. Ça donne l'image d'un être insensible, dénué d'émotions. Mais ça trahissait surtout son manque d'intelligence sociale et ce qu'il ressentait réellement à l'égard de Fiona. La preuve la plus accablante de toutes viendra de l'analyse ADN du prélèvement effectué sur lui par la police. Ils avaient prélevé des échantillons sur ses vêtements, sur ses pieds et sur l'arme du crime. Le sang trouvé était celui de Fiona Southwell. Edwards n'a pas été pris en flagrant délit, mais c'est tout comme. Il avait encore du sang de la victime sur les chevilles quand il a été arrêté. C'était indiscutable. Une semaine après le début du procès, Daniel est appelé à témoigner à la barre. Quelle que soit la question du procureur, la réponse de Daniel était invariablement non. Étiez-vous en colère d'avoir été renvoyé? Non. En vouliez-vous à Fiona d'avoir pris votre place? Non. Daniel Edwards n'avait aucune défense. Il était incapable de fournir des explications. Les traces ADN, le sang sur ses vêtements, ses mensonges sur ses faits et gestes, sa culpabilité ne faisait aucun doute. Daniel était le meurtrier. Le 1er février 2017, le jury se retire pour délibérer. Il lui faudra peu de temps pour sceller le sort de Daniel. Après l'exposé des preuves, le jury s'est retiré pour délibérer. Ça lui a pris 3 heures. Le jury a déclaré Daniel Edwards coupable du meurtre de Fiona Southwell. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec 27 ans de sûreté. Le juge qui a rendu la sentence a dit avoir tenu compte de son handicap. Parce qu'il était en colère d'avoir perdu son emploi, un jeune homme perturbé a commis l'irréparable et privé la communauté de l'un de ses membres les plus appréciés. This was a dreadful attack on a defenseless lady by a 6-foot-tall, 21-year-old man who had armed himself with a kitchen knife. A cowardly attack by any measure, and Fiona Southwell never stood a chance. Elle faisait simplement son travail, un travail qu'elle adorait. L'impression qui reste, c'est qu'il faut vraiment être un monstre pour vouloir tuer une femme si gentille. Elle n'a pas eu le temps de réaliser le changement de vie qu'elle projetait. Quelqu'un l'a privée de ses meilleures années. C'est une bien triste affaire, une tragédie. Fiona Southwell était une femme innocente. Elle ne méritait pas une fin aussi horrible.